Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'effroyable histoire de Valérie Bacot, arrêtée le 2 octobre 2017 pour le meurtre de son mari Daniel Paulette. Mais ce que les enquêteurs ignorent, c'est que dans cette histoire, la victime n'est en fait pas celle qu'ils croient. Avec moi, vous entendrez notamment la voix de Valérie Bacot qui a accepté de nous raconter sans tabou son incroyable histoire. Bonne écoute. Voici Valérie Bacot. En apparence, c'est une mère de famille sans histoire. Mais dans sa région, tout le monde l'appelle la nouvelle Jacqueline Sauvage. Car elle est accusée d'avoir tué son mari, un homme qui pendant des années lui a fait vivre l'enfer. Ce soir, pour Enquête criminelle, elle va raconter sa vérité. Si vous voyez à sa tête que la journée s'est mal passée, vous savez que ça finira mal. Il vous crie dessus, il vous insulte, il vous menace. Et après, il vous tape avec tout ce qu'il va trouver. Donc on sait que faut être calme, pas parler, rien faire. Être invisible, on va dire. C'est ça une journée. Au fil du temps, vous pensez que c'est votre faute de toute façon. Du coup, vous pensez que vous le méritez. Un huis clos, c'est un espace dans lequel personne d'extérieur ne peut regarder, voir ce qui s'y passe. Comme tous les dictateurs, il a totalement isolé sa proie. C'est au-delà de la peur. C'est-à-dire quand un homme vous met un pistolet sur la tempe, elle a cru mourir 50 fois. On apprend qu'il l'a prostituée. Cette histoire-là, cette histoire abjecte, cette prostitution, ça va durer 14 ans. En fait, je pense que mon frère est un pervers sexuel. Il me dégoûte. En quelque sorte, il m'a bousillé ma vie. Et moi, j'ai bousillé ma vie en me sauvant. Et en sauvant mes enfants. Nous sommes à La Clette, un village du sud de la Bourgogne, bâti autour de son château. Au beau milieu de cet automne 2017, les habitants se réveillent abasourdis par les nouvelles du matin. RTL Matin. Dans ce journal, cette nouvelle affaire d'une autre femme, Valérie a tué son mari violent. Valérie Bacot, une enfant du pays. Et 3 de ses 4 enfants sont arrêtés pour l'assassinat de Daniel, porté disparu depuis presque 19 mois. Et d'après les informations qui filtrent, la mère de famille aurait agi pour mettre fin à un long calvaire. Remise en liberté dans l'attente de son procès, Valérie a accepté de revenir sur cette journée du 2 octobre 2017, qui commence pour elle par l'arrivée à l'aube des militaires de la brigade de Paray-le-Monial, venus pour les interpeller, elle et 3 de ses enfants. Oui, je me souviens bien. 6 heures du matin, on a vu les gyrophares par la fenêtre. On n'a pas eu vraiment le temps de se dire au revoir ou quoi que ce soit. J'ai juste eu le temps, je me souviens de dire au petit dans son oreille, ça y est, c'est le moment, je vais partir, que je l'ai vu. J'ai pas eu le temps de me retourner, qu'ils étaient déjà là. Et j'ai mis énormément de temps à pouvoir les revoir.
Valérie, la mère, est arrêtée. Il y a 3 de ses enfants qui ont été arrêtés. Il y a le compagnon de sa fille. Donc ça fait un certain nombre de personnes qui sont interrogées, chacune de leur côté, évidemment. Le plus jeune des 4 enfants de Valérie Bacot, âgé de 10 ans, est pris en charge par les services sociaux. Quant aux plus grands, ils sont eux aussi conduits dans les locaux de la gendarmerie pour y être interrogés. Et très vite, face aux enquêteurs, la jeune mère de famille, âgée alors de 36 ans, se décide à rompre le silence. Et ça m'a tellement lessivée et tellement soulagée. De plus de secret, plus rien, de se délivrer. C'est incroyable. Valérie Bacot va très rapidement reconnaître les faits qui se sont déroulés 19 mois plus tôt, soit le 13 mars 2016. Face aux gendarmes, Valérie, pendant des heures et des heures, déroule toute sa vie. Celle d'une femme battue, devenue l'esclave sexuelle et domestique de son mari, Daniel. J'ai toujours été sous ses ordres, parce que j'ai toujours eu peur de lui. Dans la pièce d'audition voisine, le fils aîné de Valérie va lui aussi confier l'enfer que leur père leur faisait vivre. Voici ce qu'il explique. Mon père était très violent avec nous. Il levait la main sur tout le monde. Un jour, il a cassé le nez de ma mère. Ma mère était toujours là pour se mettre entre nous. Il ne m'a jamais embrassé. C'était même plus que l'enfer. Il n'y a pas de mots pour définir cela. Valérie et ses enfants décrivent donc aux gendarmes une vie sous le diktat d'un tyran domestique particulièrement violent. Et ce n'est pas fini, car comble de l'horreur, Valérie raconte que Daniel, son mari, l'obligeait aussi sous la menace à se prostituer sur des aires d'autoroute. Il faisait tout. Je veux dire, ça allait de choisir les clients, de combien ils allaient me donner, de la façon de procéder. D'après Valérie Bacot, pendant 14 ans, tous les week-ends, elle était obligée de vendre son corps pour satisfaire son mari. Jusqu'à cette nuit tragique du 13 mars 2016. C'est le jour où tout a basculé. Où je l'ai tué. C'est pas ce qu'il avait fait ce jour-là plus que les autres, c'est un tout. Cette nuit-là, d'après Valérie, Daniel lui aurait choisi un client particulièrement pervers, particulièrement violent. Et pour la première fois, elle se serait rebiffée. Daniel n'a pas supporté qu'elle se révolte et il est devenu fou. Quand le client il est parti, ça a été encore pire. Il m'a dit que j'avais bousillé un client régulier et que j'allais le payer et que je pleurais de ce qui s'était passé avec le client. Et il était tellement en colère que j'ai cru que c'était la fin. Je pensais qu'une chose, c'est qu'il allait me tuer. C'est la chose que je pensais. Et derrière les murs de la gendarmerie, la mère de famille va expliquer qu'elle aurait alors saisi un pistolet appartenant à son mari, qui, selon elle, se trouvait toujours dans la voiture.
Puis, elle a tiré. Je me souviens juste de l'odeur et du flash, que j'avais les yeux fermés et que j'avais eu un flash. J'ai pas réalisé ce que j'avais fait. J'ai pas compris. Valérie, elle va beaucoup dire lors de ses auditions, il fallait que ça s'arrête, ça ne pouvait plus continuer comme ça. C'est même comme quelque chose qu'elle est contrainte physiquement d'expulser. La situation n'était plus tenable pour moi, il fallait que ça s'arrête. À leur tour, les enfants de Valérie vont raconter aux enquêteurs cette nuit tragique du 13 mars 2016, durant laquelle ils ont vu leur mère revenir au milieu de la nuit, totalement bouleversée. Je leur ai dit, sauf aux petits. Je leur ai dit, puis ils m'ont serré dans leurs bras en me disant, t'inquiète pas, on va t'aider. À ce moment-là, tous prennent la décision de ne pas aller voir les gendarmes. On savait qu'on avait fait de la merde. On a souvent pleuré en pensant à ça. Mais c'était la seule solution pour qu'on soit pas séparés. Ils comprennent parce que ils ont vécu toute notre vie. Mais je comprends que les autres personnes ne peuvent pas comprendre. Le lendemain des auditions, le 3 octobre 2017, sur les indications de Valérie et de ses enfants, et grâce à un chien de la gendarmerie, le corps de Daniel est localisé et déterré dans le bois, au beau milieu de l'étang du château de la Clette. Et le médecin légiste va venir confirmer que Daniel est bien mort d'une balle dans la nuque. En tout cas, une balle a été retrouvée dans sa nuque. Donc, ce qu'elle dit est crédible, ne peut pas être contredit par les vérifications techniques et scientifiques. L'arme du crime, ce fameux revolver, un coup, ne sera pas retrouvé. Et il est expliqué assez clairement qu'il a été détruit. À l'issue de la garde à vue, Valérie Bacot est incarcérée à la prison des femmes de Dijon. Quant à ses 4 enfants, ils sont eux confiés aux services sociaux. L'affaire et les révélations glaçantes sont relayées jour après jour dans les journaux locaux et à la télévision. Pour avoir aidé leur mère à dissimuler le corps de la victime, les 2 enfants ont été mis en examen hier pour recel de cadavre. Quant à l'auteur présumé du meurtre, elle a été présentée ce matin au juge d'instruction de Châlons, puis mise en examen pour assassinat. À la Clette, tous les habitants sont littéralement bouleversés d'apprendre l'horreur qui se cachait derrière les murs de cette maison dans laquelle le couple vivait depuis 18 ans. En fait, au moment où cette affaire éclate, les gens découvrent ce qui se passait dans l'intimité de ce foyer avec une dimension vraiment de violence très importante que peut-être peu de gens soupçonnaient. J'ai découvert l'horreur sur le journal, quoi, et ça a été violent. Et pour moi, j'ai eu vraiment une montée, une nausée toute la semaine. Parce que c'est impensable, l'horreur à côté de chez nous. On voit tout ça à la télé, mais pas chez nous. Mon Dieu, ce qu'elle a subi. On apprend qu'il l'a violée, qu'il l'a prostituée pendant des années. C'est violent, quoi, comme découverte à côté de chez soi. Une dame qu'on a croisée, qu'on savait fragile et à qui on n'a pas tendu la main. L'onde de choc provoquée par l'histoire tragique de Valérie se propage alors comme un feu de poudre.
provoquant un tollé d'indignation auprès de la population locale. Oui, elle a tué quelqu'un, mais le problème, c'est que je pense qu'elle n'avait pas forcément le choix non plus. Je pense qu'elle a bien fait, déjà. Moi, je suis un peu dure, mais enfin, elle a bien fait de... Oui, mais elle le paye aussi. Valérie Bacot devient le nouveau visage du combat contre la violence faite aux femmes. Épaulée par maître Nathalie Tomasini et maître Janine Bonaggiunta, qui, souvenez-vous, avait assuré la défense de Jacqueline Sauvage. Cette femme qui avait obtenu une grâce présidentielle après avoir tué son mari violent. L'affaire Tournou est emblématique, encore une fois, de ce que vivent les femmes victimes de violences conjugales. Et aux deux avocates de lever le voile sur une affaire hors norme, celle de l'effroyable destin de Valérie Bacot, jalonnée par de multiples épisodes plus sordides les uns que les autres, qui en 4 décennies ont conduit inexorablement Valérie à devenir une tueuse. Valérie Bacot voit le jour en 1980 et elle grandit à Laclette. Elle a un frère de 3 ans, son aîné, et un frère cadet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie de Valérie ne commence pas sous les meilleurs auspices. Valérie va naître dans une famille quelque peu décousue. Ses parents ne s'entendaient pas très bien déjà à la naissance, donc en 1980. Son père était chauffeur poids lourd, donc absent du lundi au vendredi, grosso modo. La mère est décrite comme un personnage très autoritaire et très froide. Manifestement, sa mère préférait les garçons. Elle avait jeté son dévolu sur le fils aîné, qui était l'élu. Valérie, c'était rien. La moindre chose que mes frères faisaient ou qui avait quelque chose qui allait pas, c'était à cause de moi. Ma mère, elle adorait le martinet. C'était son truc. Valérie vit dans la terreur, dans la fragilité, puisque sa mère la frappe beaucoup, et son père ne s'en occupait pas. Elle était déjà prédisposée, cette petite fille, à rêver d'un homme, d'un protecteur, de quelqu'un qui lui donnerait de l'amour. Après plusieurs séparations et réconciliations, ses parents finissent par divorcer définitivement. Et sa mère, la mercière de Laclette, tombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Il est chauffeur routier. Il a 36 ans. Daniel vient d'entrer dans la vie de Valérie. Elle a tout juste 12 ans. Et nul ne se doute qu'à cet instant va se jouer le véritable tournant dramatique dans la vie de la fillette. Vous vous souvenez la première fois que vous l'avez vu? J'étais petite quand ils se sont connus, quoi. Et encore quelque chose de bête, hein. J'entendais du bruit, je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'ai été voir ma mère et je l'ai surpris avec lui sur elle. Je savais même pas trop ce qu'il faisait, du coup j'ai vite refermé. Je suis retournée dans mon lit. Et puis le lendemain matin, elle m'a dit tu vas apprendre à le connaître. Il est passé après l'école devant le magasin, puis elle m'a dit tu vas aller avec lui. Et voilà, puis après au bout de quelques temps, il est venu vivre à la maison. Très vite, Daniel va donner tous les gages d'un père de substitution à cette petite fille, en manque d'affection. Au départ, il jouait son rôle de père, et c'était bien. Après, il y avait l'autre côté. Ça a commencé
à faire comprendre qu'il fallait faire des caresses, à être gentille avec lui. Et puis un jour où il m'a violée. Et le problème, c'est que après, c'était tous les jours. J'avais mon goûter quand je rentrais. Et après, quand j'étais à table, il me disait tu montes. Et si je le faisais pas, il me criait dessus et il me forçait. Il était encore plus brutal. Et à force, j'ai appris que si je voulais pas avoir encore plus mal, j'avais pas le choix de le faire. Tous les jours, ça se passe de cette manière, lorsque sa mère est au travail. Le week-end, non. Donc tout est planifié. Le moment, l'heure, l'endroit, il sait très exactement ce qu'il fait. C'est le manipulateur. Vous avez demandé de garder le secret ou pas? Et non, c'est plus, t'as pas intérêt de le dire, sinon ça va mal se passer pour toi. C'est plus un ordre. La peur, elle commence là. Oui. Et elle va durer combien de temps, la peur? Elle dure toujours. Elle dure encore. Ça passe pas. Valérie garde alors ce terrible secret pour elle. Mais le scandale va éclater au grand jour, car il y a quelqu'un qui va vite comprendre ce qui se cache derrière cette image de père affectueux que Daniel offre aux yeux de tous. Car cette personne aurait elle aussi été violée par Daniel dans son enfance. Nous sommes au début de l'année 1995. Et le déclic va se produire à l'occasion d'une réunion familiale. Ce jour-là, la mère de Daniel décide d'inviter ses deux sœurs à déjeuner. Avec ma sœur, donc on monte chez ma maman et il est ici. Et cette gamine, en fait, elle est assise sur les genoux de mon frère. Et c'est de là que ma sœur me dit, je parie qu'il fait la même chose qu'il a fait avec moi. Elle comprend très bien ce qui est en train de se passer parce qu'elle-même a été victime du viol de son propre frère lorsqu'elle avait 12 ans. Tout de suite, elle sait, parce qu'elle l'a vécu, elle, dans sa chair, elle sait ce que Daniel est en train de faire à cette petite fille. Et elle en parle à sa sœur. Lorsqu'elle m'a dit ça, moi, je l'ai pas pensé. Mais du coup, je me dis qu'effectivement, elle a pas tort. Elle a peut-être pas tort. Et voilà. Et c'est de là qu'on a fait les démarches. Les gendarmes prennent les accusations des deux sœurs de Daniel très au sérieux. Valérie, 12 ans à l'époque, est interrogée. La petite fille est tétanisée. Cet enfant est violé à l'âge de 12 ans pour la première fois et ça ne s'arrêtera jamais. Donc elle ne sait pas ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire, ce qu'un papa doit faire ou ce qu'un papa ne doit pas faire. Elle est complètement perdue à ce niveau-là, elle a aucune échelle de valeur. Donc, quand elle est entendue par les gendarmes, finalement, comme elle sait qu'il faut se taire, qu'il faut pas dire parce qu'on lui a dit de garder le silence, elle garde le silence. Je dis que c'est pas vrai parce que je sais que ma mère a été attachée à lui et que je comprenais pas non plus ce qui se passait, les gendarmes et tout ça. Mais après plusieurs heures, du bout des lèvres, Valérie se confie,
sans dire toute la vérité. Quand les gendarmes ils vous questionnent et tout ça, j'ai pas tout raconté, que ça durait depuis longtemps, qu'ils me menaçaient, que c'était tous les jours. J'ai fait pour que ma mère, qu'elle soit pas triste. Alors la mère, elle est complètement dans le déni, elle est dans le dédain, dans la non-considération de sa fille, dans la non-considération de ses parents. Je me souviens très bien, oui. Elle était très en colère qu'on ait porté plainte. Il nous a dit que on n'avait pas à faire ça, que c'était n'importe quoi, c'était juste horrible. Ça a été prouvé et cette mère dit non, il n'a pas violé ma fille. Voilà. Daniel, le beau-père de Valérie, semble presque étonné d'être placé en garde à vue. Voici un extrait de son audition. Elle était tout le temps derrière moi et des bises. C'était peut-être 10 ou 100 fois par jour. J'ai donc fini par lui demander si elle voulait coucher avec moi. Visiblement, Daniel ne mesure pas la portée de son crime. Et ce n'est pas le seul. La justice non plus. Sensible aux arguments avancés par Daniel et la mère de Valérie, le parquet ne retient pas le viol. Il a violé ma sœur, il a violé Valérie. En fait, je pense que mon frère est un pervers sexuel. Il me dégoûte. Même mort, il me dégoûte. Ouais. Le 10 avril 1996, Daniel est condamné à 4 ans de prison pour agression sexuelle. Et chose impensable, pendant son séjour en prison, il ne coupera jamais les ponts avec Valérie. Quand même quelque chose qui aujourd'hui fait froid dans le dos quand il est raconté par les différents témoins, quand il est raconté par les différents protagonistes de cette histoire, c'est que Valérie était avec sa mère quand elle venait visiter Daniel en prison. Tous les dimanches, avec mon petit frère. Valérie devait aller voir cet homme au parloir avec son petit frère, jusqu'au jour où son père, le père de Valérie, a interdit qu'elle aille le visiter au parloir. Alors elle restait dans la salle d'attente, mais elle allait quand même en maison d'arrêt voir cet homme. Moi, ça me met en rogne par rapport à la justice parce que il faut qu'on m'explique comment on peut envoyer quelqu'un en prison pour viol et que cette femme puisse emmener sa fille voir son bourreau, tout simplement, quoi. C'est complètement fou, cette histoire. Et ça s'arrête pas là. Lorsqu'il va sortir de prison, si la justice avait, entre guillemets, bien fonctionné, il aurait dû être éloigné de sa victime, éloigné du village. Et finalement, il va se passer tout le contraire. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Valérie Bacot. Dans la seconde partie, vous allez découvrir la suite de cette effroyable affaire. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, vous allez découvrir la suite de cette effroyable affaire. Avec moi, vous entendrez notamment la voix de Valérie Bacot qui a accepté de nous raconter sans tabou son incroyable histoire. Bonne écoute. Incroyable. À sa sortie de prison après 33 mois passés derrière les barreaux, Daniel repart vivre chez la mercière de la Clette. Sans que rien, ni personne, pas même la justice, ne l'en empêche. Valérie est encore mineure. Elle a alors 17 ans. Il retourne chez la maman de Valérie, qui l'accepte. Elle ouvre la porte quand même à l'homme qui a violé sa fille pendant 3 ans. C'est pas tout à fait rien. C'est insensé. C'est insensé. Et de là que Valérie, comme il recommence, elle tombe enceinte. Il la viole à nouveau, elle tombe enceinte, et sa mère le vit comme une trahison.
Tu n'es qu'une Marie, couche-toi là. Une garce. C'est à cause de toi, tout ce qui arrive. Et elle la met dehors. Daniel va alors décider de mettre fin à son histoire avec la mercière pour aller vivre, chose incroyable, avec sa fille de 25 ans, sa cadette. S'il m'avait pas dit on va vivre dans une maison tous les deux, j'aurais été à la rue avec enceinte. J'avais personne. C'est des choses que j'ai entendu dire. Voilà, pourquoi elle est partie avec, mais c'est ça que les gens ils comprennent pas. Il y avait que lui qui était là et tout le monde m'avait tourné le dos quoi, comme si c'était moi l'horrible chose. Nous sommes en 1999. Le couple s'installe dans la maison au volet bleu de Baudemont. Valérie met au monde son premier enfant. 3 autres naissances suivront. La jeune femme tout juste âgée d'une vingtaine d'années va très vite découvrir à ses dépens que la maison au volet bleu ne sera pas celle du bonheur que Daniel lui avait fait tant miroiter. Les enfants, ils s'en fichaient. C'est juste qu'il fallait pas qu'ils pleurent. Parce qu'ils supportaient pas de voir des jouets à eux ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passait? C'était, on se ramassait une raclée. Il aime balancer des choses à la figure. Mais il tape sur tout le reste du corps. Et vous vous retrouvez couché par terre et il vous tape avec les poings, avec les pieds. Jusqu'à ce qu'il se calme. Je me souviens des moments où il m'étranglait dans la cuisine. Je me souviens que je me voyais partir. Il y a même un jour où je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans la chambre. Et je sais pas réellement ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui me fait le plus peur, et que je vois encore, c'est son regard. C'est... Dans ses yeux, vous voyez... C'est même plus la haine ou quoi que ce soit, c'est... Dans ses yeux, vous voyez la mort. Et Daniel ne se contente pas de faire vivre la terreur à l'intérieur de la maison. Il isole sa compagne et la contrôle totalement. Il suivait Valérie partout, personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait accéder à Valérie. Elle était sous contrôle permanent. Il va la contrôler, il va contrôler ses appels, il va la chronométrer quand elle va à tel endroit pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Il est quasiment au top chrono. Je la voyais tout le temps, le même rituel. Au début, je la voyais arriver avec sa poussette, à pied, avec les enfants derrière. Ils allaient à l'école. Et elle restait toujours un petit peu à l'écart. On sentait qu'elle était vulnérable. Elle n'avait pas d'amis, elle ne discutait avec personne. Et elle restait toujours en retrait, tout le temps, avec ses enfants. On ne la croisait jamais sans ses enfants. Daniel verrouille tout pour que cette femme ne parle pas, qu'elle n'ait pas une possibilité de rencontrer telle ou telle personne, même d'aller au commissariat. Comment vous avez tenu? Mes enfants. Mes enfants. C'est toute ma vie, mes enfants. J'avoue qu'en plusieurs fois, je voulais mettre fin à mes jours. Mais quand je me mettais sur le bord de la fenêtre et que je me disais que je laisse mes enfants à lui, c'était pas possible. J'ai pas le droit de me libérer moi et de les laisser eux dans cette souffrance, dans cette galère.
Et vous allez voir que c'est justement pour sauver l'un de ses enfants que Valérie va devenir une criminelle. Avec la mort de Daniel, les langues se délient, ou presque. Parce que les gens du village ont encore peur. Comme cette voisine du couple qui témoigne anonymement. Je peux te dire, maintenant il est mort de toute façon. C'était un affreux. Moi j'en avais peur. Je la voyais malheureuse, mais elle disait rien de toute façon. La pauvre fille, elle devait se taire et puis c'est tout. C'était une martyre, je pense. Et il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde ici s'accorde. C'est l'extrême dangerosité qui caractérisait Daniel, qui, d'après sa sœur Mireille, remonte à l'enfance. Lorsqu'il rentrait à la maison, plus personne ne bougeait. C'était la terreur arrive et il cherchait mon père. Mon père, il mangeait tranquillement sa soupe et il le poussait avec son pied, il le faisait tomber de sa chaise. Et après, il cognait dessus. Bah pourquoi je pense qu'il avait pas de raison en fait. Tout le monde partait en fait, tout le monde se sauvait. On allait dans les prés d'à côté, on attendait que ça se passe. Et le lendemain, quand vous voyez votre père en sang marcher avec des béquilles, et puis que ce frère, il vous fait nettoyer le sang qui a giclé sur les murs. Voilà ce qu'était mon frère en fait. C'est quelqu'un juste au regard qui faisait très très peur. Tout le monde en avait peur. Je pense qu'il faisait même peur aux autorités locales. Daniel, c'est le genre de type qui est capable d'arriver avec une chaîne de tronçonneuse ou avec un fusil dans un café et de menacer tout le monde de les taguer. Il a jamais été vraiment puni, en tout cas de ce que je sais, même s'il a fait un court passage en prison après une rixe dans un bal, comme il y a pu en avoir beaucoup. Il n'a jamais été vraiment puni, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il était violent avec tout le monde, qu'il faisait peur à tout le monde continuellement. Derrière les murs de la gendarmerie, dans le cadre de l'enquête sur son assassinat, 3 des ex-compagnes de Daniel vont venir témoigner de l'horreur qu'elles ont toutes vécue avec cet homme. Il a voulu me tuer avec un couteau. Il m'a frappé avec des poings américains. Il me mettait un revolver sur la tempe. Il m'a étranglée. Elles ont toujours eu peur de Daniel, même lorsqu'elles ne le voyaient pas, qu'elles n'en entendaient presque plus parler, elles ont toujours eu peur de lui. Il a toujours été présent dans leurs cauchemars. Il tord les cerveaux, il broie les cerveaux, cet homme. Il ne fait pas que d'abîmer les corps, il abîme aussi les âmes. Le plus incroyable peut-être, c'est que toutes ces femmes habitaient à quelques mètres seulement de la Clette. Et qu'aucune d'elles, ni un membre de leur famille, n'a jamais porté plainte, de peur des représailles. Finalement, c'est un peu tout le résumé de cette histoire, c'est le silence, la peur et le silence, l'espèce d'omerta par rapport au comportement de cet homme et à ce qui se passait chez lui. Valérie, devenue au fil du temps la compagne de son beau-père, ignorait tout du passé sulfureux de Daniel. Et c'est derrière les murs de la prison, lors de son incarcération pour le meurtre de son mari, qu'elle va découvrir la terrible vérité. Je savais rien de tout ça. J'ai appris les viols, les menaces. Et quand j'ai parlé à une de ces ex-femmes, j'ai compris que la même chose
qui m'angoisse et qui me fait peur maintenant leur fait toujours autant peur, elle-même. Et c'est ses mains, ses paroles et son regard. C'est des choses qui nous hantent encore toutes. Il me fait toujours autant peur, il me bouffe toujours autant l'esprit. Il me mange encore. Valérie aurait donc été violée à l'âge de 12 ans par son beau-père, qui a fait d'elle sa femme, son esclave, et son souffre-douleur pendant presque 18 ans. Et comme rien ni personne ne peut arrêter cet homme, vous allez le voir, l'horreur ne connaîtra plus de limites. Juste avant la naissance du 4e enfant de Valérie, l'ambiance derrière les murs de la maison de Baudemont sombre un peu plus dans les limites de l'enfer. Car l'argent vient à manquer. Et le problème, c'est que Daniel a un autre démon. Il a un vice en plus de ses vices, c'est un alcoolique. Il lui faut une bouteille de Ricard par jour, il lui faut des bières, il lui faut du vin, il boit énormément et évidemment tout ça coûte cher. Le week-end, c'était 1 litre de pastis, 2 bouteilles de vin par jour, des packs de bière. Enfin, c'était très coûteux, en fait. J'ai essayé de travailler. C'était juste quelques heures de ménage après l'école. Et j'ai dû faire que 2 jours. Et je suis rentrée ce soir-là. Ma fille était sur le canapé. Les garçons, ils étaient dans leur chambre. Et j'ai mis du temps à les voir parce qu'ils sortaient pas du tout. Et ma fille, elle m'a dit comme ça, maman, t'as travaillé? T'étais où? Je dis, ben, j'ai travaillé comme je t'avais expliqué. J'étais à l'école, j'ai fait le ménage. Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a serré dans ses bras. Et elle m'a dit, je t'en supplie, retourne-y pas. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, parce que si tu y retournes, il va nous tuer. Valérie ne retournera jamais travailler. Et à partir de là, on arrive à un terrible engrenage, un engrenage qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La jeune mère de famille n'a alors plus le choix. Elle doit se soumettre au projet démoniaque que son mari a en tête, celui de se prostituer pour régler leurs problèmes d'argent. Par moments, il me faisait attendre sur le bord de la route et il fallait que je donne des étiquettes où il y avait le numéro de téléphone. C'est lui qui mettait des annonces avec des pseudonymes et c'est lui qui gérait les rendez-vous. Elle se prostitue dans le monospace familial. Je m'habillais avec les habits qu'il avait choisis. Il avait installé des mousses dans la voiture. Il avait caché toutes les fenêtres. Il avait fait son trou qui mettait un carton derrière la fenêtre arrière. Il a même fait un petit trou pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et mieux encore, il l'a équipé d'une oreillette. J'avais des écouteurs et lui il se cachait et il regardait derrière ce qui se passait dans la voiture et il me disait comment faire, de quelle façon. Daniel, il avait tous les rôles. Il était producteur, mais il était aussi spectateur. Plus exactement, voyeur. Puisqu'il pouvait visionner les scènes de sexe qu'il avait orchestrées et qui étaient en train de se dérouler devant lui. J'étais son robot. Et je faisais tout ce qu'il voulait exactement comme il voulait. Je savais que si je faisais pas exactement comme il voulait, j'allais dérouiller après.
Donc, je fais en fonction de tout ce qu'il faut pour que lui soit satisfait et qu'il m'arrive rien après. Pendant plus de 14 ans, les samedis soirs, dans des conditions abominables, Valérie raconte avoir vendu son corps le long des départementales. Je me souviens d'une fois, le gars, il avait des centimes, des petites pièces, quoi. Il me dit, j'ai juste ça. Et il m'a dit, ça paiera ton essence, fais-le. L'emprise de Daniel sur sa femme et ses enfants est telle que jamais rien ne filtrera. Mais il y a quelqu'un qui va pourtant réussir à forcer la porte de ce huis clos et découvrir ce qui se cache derrière les volets bleus de la maison de Baudemont. Et cela, quelques mois seulement avant le drame qui va coûter la vie à Daniel. Il y a ce huis clos familial épouvantable où on sait ce qui s'y passe. Et un huis clos, par définition, c'est un endroit où personne ne rentre. Hein. Et là, le petit copain de la fille va rentrer. Il découvre comment ça fonctionne, petit à petit. C'est le premier témoin qui rentre chez eux. Et le premier témoin qui leur dit c'est insupportable, c'est inadmissible, c'est invivable. Ça dépasse l'entendement ce qui se passe. On était dans notre bulle et du coup, on apprenait peut-être plus à comprendre ce qui était la vraie vie, que nous, on croyait que c'était notre vie, la vraie vie. Daniel comprend que c'est le grain de sable qui va peut-être faire dérailler la machine et qui va lui faire perdre son autorité, qui va lui faire perdre son pouvoir. Oui, il perdait son pouvoir. Au fil des jours, la relation entre le petit copain et Daniel devient de plus en plus explosive. Daniel devient de plus en plus odieux, de plus en plus terrorisant, et pour tout le monde, il n'y a pas que pour elle, c'est-à-dire que ça prend des proportions incroyables. La tension monte pour atteindre son paroxysme le samedi 13 mars 2016, date à laquelle plus personne ne reverra Daniel vivant. Et l'enquête permet de reconstituer les dernières 24 heures de la vie de cet homme. La veille du drame, il va faire subir un véritable interrogatoire à sa fille, qui n'a que 15 ans, un interrogatoire extrêmement intime sur sa vie sexuelle. Et Valérie prend peur à ce moment-là. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma fille va être prostituée? Est-ce que ma fille va être abusée? Sa fille, elle a 15 ans. Elle explique tout ça aux enquêteurs, Valérie. Elle dit que c'est survenu quelques heures avant le crime. Donc forcément, c'est identifié comme un élément déclencheur. Valérie a-t-elle pris la décision d'en finir? A-t-elle prémédité la mort de Daniel? Pour la justice, un événement tente à faire croire en cette hypothèse. Elle donne des comprimés, elle met des comprimés dans son café, qu'elle écrase. Ça veut dire qu'elle avait déjà à ce moment-là décidé de le tuer et que pour l'exécuter, il convenait de l'endormir avant. Elle pensait pas forcément à le tuer, elle pensait simplement qu'il fallait qu'il se taise. Valérie voulait la paix, elle voulait qu'il s'endorme, elle en pouvait plus. Elle voulait qu'il leur fiche la paix. En tout cas, cette tentative de lui donner du somnifère va échouer. Daniel est pas idiot, il a bien senti que le vent tournait. L'histoire du café, il se méfie. Il trouve qu'il a mauvais goût, il l'oblige à boire le café.
Depuis le début, on est dans un drôle de climat, mais là, ça s'aggrave encore d'heure en heure. Hein. Et à Daniel d'abattre sa dernière carte pour reprendre le pouvoir. Daniel l'informe que elle va devoir passer à la casserole avec un de leurs clients habituels qui est un type extrêmement violent. Il me dit voilà, il me dit c'est celui-là et du coup j'ai peur. Le client, c'est un gros pervers, c'est un type extrêmement violent, dont l'hygiène laisse à désirer, et il sait très bien qu'elle ne le supporte pas. Et on a un peu l'impression qu'il le choisit exprès pour la punir. Mais elle n'a pas son mot à dire. Il faut qu'elle y aille. Elle doit prendre sa tenue que Daniel choisit. Et comme il s'agit de ce client dangereux, et ça Daniel le sait, il le sait très bien, ils prennent une arme. Ce revolver appartenait à Daniel, donc il le prenait parce qu'effectivement il y avait 2 ou 3 clients qui étaient difficiles, et il disait qu'il allait se protéger avec une arme. Il y avait ou le pistolet ou une grosse barre. Enfin, il y avait toujours quelque chose pour certains clients, et surtout lui. Ce samedi 13 mars, aux alentours de 19h, Daniel et Valérie quittent donc le domicile familial à bord du monospace. Le rendez-vous doit avoir lieu dans un sous-bois au bord d'une départementale. Et ça se passe le plus mal possible. Le plus mal possible, même dans ses pires cauchemars, elle n'imaginait pas que ça soit comme ça. Je savais pas ce qui m'attendait et que je l'ai su quand les clients étaient là. Et que j'ai pas voulu me laisser faire. Et qu'il l'a fait quand même. Et je me suis mise à saigner. Et le client, une fois pendant tout le temps de ça, lui, il arrêtait pas de gueuler. Elle hurle, elle pleure, et elle a dans ses oreillettes les cris de Daniel qui lui dit j'imagine, mais vas-y, continue, arrête de chialer, c'est pas comme ça que tu dois faire. Quand je repense à ce moment-là, je me souviens de ce qu'il me disait, de ce que le client m'avait fait. Et je me souviens de toutes ces paroles. Ce que ma fille m'avait dit. Elle revoit sa fille, elle s'imagine sa fille dans la même situation qu'elle. Tout s'est mélangé tout en même temps. Et c'était de tout stopper, quoi. J'ai ouvert la porte, il est tombé. Et moi, j'avais qu'une peur, panique. C'est ce qu'il a voulu me faire. Parce que j'ai pas compris ce que j'avais fait, du coup. Je pensais quelque chose, c'est qu'il allait me tuer. Tu pensais qu'il était pas mort, c'est ça? Oui. Qu'il allait se relever? C'est ça. C'est la chose que je pensais. Du coup, je suis partie avec la voiture. J'étais encore toute nue. Et à Valérie de poursuivre le récit de cette dramatique soirée en expliquant que dans un état second, elle est partie chercher de l'aide auprès du petit copain de sa fille. C'était la seule personne qui connaissait ce que je vivais et je voulais pas aller voir mes enfants, quoi. Ils vont retourner sur la scène de crime ensemble. Ils vont charger le corps dans le coffre du monospace. Et là, ils
le convoi mortuaire va se diriger vers le domicile familial. Et là, ils vont mettre les autres enfants, à part le plus jeune, au courant de la situation. Et après le moment de stupéfaction, d'effarement, de sidération, tous à l'unisson décident d'aider leur mère. Les enfants lui diront « on ne t'en veut pas ». On ne t'en veut pas parce qu'ils savent l'horreur qu'ils vivaient tous. Ce qu'ils comprennent, ils comprennent qu'une chose, c'est qu'il faut sauver Valérie, il faut se sauver. Ensemble, ils prennent la route vers le château de Laclette. Et dans la nuit noire de ce mois de mars, ils creusent dans la terre gelée pour y déposer la dépouille de Daniel. Ça va suffire pour que ce corps ne soit jamais découvert avant que ce petit monde ne soit arrêté et ne révèle l'endroit où il est caché. Daniel ne manquera à personne, on ne le cherchera jamais. Et si la mère du petit copain de la fille n'avait pas parlé, n'avait pas dénoncé le crime, je pense qu'aujourd'hui, on serait même pas en train d'en parler. Mise en examen pour l'assassinat de son mari, Valérie Bacot encourt donc la prison à perpétuité. Mais elle entretient l'espoir que les jurés lui accordent des circonstances atténuantes. Je suis coupable, oui. Ça, c'est sûr. Mais je le sais, et ça, je l'assume. Hein. J'espère juste que, au moment de mon procès, que ce soit le sien aussi. Si j'ai une énorme peine, pour moi, ce serait que la justice lui donne encore raison. Enfin, et que lui gagne. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Valérie Bacot. Le 25 juin 2021, alors qu'elle encourait la perpétuité, Valérie Bacot a écopé de 4 années de prison, dont 3 avec sursis par la cour d'assises de Saône-et-Loire. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un effroyable crime. Le 11 août 2014, Laurent Baca, père de 4 enfants, est porté disparu. Sa famille met alors toute son énergie à tenter de le retrouver. Mais les enquêteurs s'interrogent. Et s'il avait été tué ? C'est une odeur insoutenable dans la maison qui va révéler l'effroyable vérité. Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer et Grégory Baca, le frère et la sœur de la victime, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Un jour d'été dans la banlieue de Toulouse. Cette femme semble faire des travaux dans sa maison. Mais en réalité, ce qu'elle s'apprête à faire ce jour-là est inimaginable. Elle va couler dans du ciment un corps humain. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Derrière la porte de ce petit pavillon s'est déroulé un huis clos dramatique. Voici l'histoire incroyable d'une mère de famille qui va trahir et mentir à ses proches pendant plus de 3 mois pour protéger un terrible secret. Ce qu'on appelle être trompé dans la totalité, en fait. Vous ouvrez les bras et vous crachez dessus. Elle a un peu roulé tout le monde, quoi. Et le pire du pire, c'est ses enfants, quoi. Elle a bien joué son jeu. On a pensé à tout, mais à ce point-là, non. Saint-Simon, au sud de Toulouse. Tout commence le jeudi 7 août 2014. Jennifer,
et Grégory Baca sont très inquiets. Voilà 2 jours qu'ils n'arrivent pas à joindre leur frère aîné, Laurent. Ouais, on a su qu'il y avait un problème parce que c'était quelqu'un, s'il répondait pas au téléphone quand vous l'appeliez, dans l'heure ou dans la matinée ou dans la journée, il vous recontactait. Alors que les frères et sœurs tentent une nouvelle fois d'appeler Laurent, c'est Edith Scaravetti, sa compagne, qui va décrocher. Et ce que la belle-sœur raconte à Jennifer et Grégory est pour le moins surprenant. Il nous a dit que ça faisait 2 jours qu'il était pas rentré. Il était parti, sans rien dire à personne. Il a disparu sans laisser de mots ou d'explications. Étrange. La dernière fois qu'Edith Scaravetti a vu son compagnon, c'était la veille, le mercredi matin, avant d'emmener leurs 3 enfants au centre aéré. Au petit matin, lorsqu'elle avait préparé les enfants pour aller au centre aéré, il était sous une couverture sur le canapé. Elle avait même d'ailleurs demandé à ses enfants de pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller papa. Quand elle est rentrée du centre de loisirs, d'amener les enfants, il y était plus. Laurent Baca s'est comme volatilisé. Mais dans un premier temps, à l'autre bout du fil, Edith se veut rassurante. Car Laurent est parti sans son téléphone portable et sans sa voiture. Pour elle, son compagnon ne devrait plus tarder à rentrer. Elle pense vraiment qu'il est parti pour la journée, puis pour la nuit, puis pour le lendemain. Elle répétait toujours les mêmes choses, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'il allait revenir, qu'il n'avait pas pu partir comme ça, sans rien. Mais ce départ précipité laisse tout de même Jennifer et Grégory perplexes. Difficile pour eux d'imaginer que leur frère Laurent ait pu partir soudainement et de surcroît, sans les prévenir. On se demandait partir sans voiture, sans portable, sans clé. C'était pas logique, quoi. Connaissant mon frère pour l'amour qu'il avait pour ses parents et ses enfants, je savais très bien qu'il serait pas parti comme ça, sans rien dire à personne. Pas comme ça, sans donner de nouvelles. Donc c'est pour ça, pour nous, on comprenait pas. Laurent Baca a 36 ans et a priori, il a tout pour être heureux. D'abord, une jolie femme, Edith, de 10 ans sa cadette. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée. Laurent était copain avec le frère de Edith. Puis, chemin faisant, ils se sont revus. Je pense qu'il pouvait pas en aimer une autre, c'était sa femme, et voilà quoi. Ensemble, ils auront 3 enfants. Quelques mois après leur rencontre, le couple emménage dans ce pavillon de la banlieue toulousaine. On est sur une petite classe moyenne, pas plus que ça, avec la petite maison pavillonnaire, la petite vie où on se débrouille financièrement, il n'y a pas de gros problèmes financiers. Edith est auxiliaire de vie et Laurent enchaîne les missions d'intérim. Laurent, c'était un touche-à-tout. Il a fait autant de l'imprimerie que du service dans les restaurants, du bâtiment, montage de cuisine, livreur. Donc voilà. Et depuis peu, le jeune homme envisageait même de se reconvertir dans l'aéronautique. Un nouveau projet qu'il n'aurait raté pour rien au monde. Il devait commencer une formation pour Airbus fin août. C'est cette formation qu'il attendait tant. Une petite vie a priori ordinaire, avec des projets plein la tête. Alors, tout le monde se demande pourquoi Laurent Baca aurait disparu volontairement. À 36 ans, père de 3 enfants, il allait débuter une nouvelle formation. On comprenait pas. C'est pas possible, quoi. Pourquoi Tout ça ne colle pas, si vous voulez. Tout ça dysfonctionne. En fait, entre sa vie, ce qu'il avait projeté de faire et sa disparition, ça va pas.
Dans la famille Baca, l'inquiétude grandit. 5 jours après la disparition de Laurent, c'est Edith, sa compagne, qui va finalement pousser la porte du commissariat du quartier du Mirail. Lundi matin, on avait dit à Edith que s'il n'y avait pas une nouvelle, qu'elle aille porter plainte pour disparition au commissariat. Ce qu'elle a fait. Où est Laurent Baca? Aussitôt, les policiers toulousains vont contacter les hôpitaux, les morgues et les commissariats pour vérifier si l'homme qu'ils recherchent ne s'y trouve pas. Sans résultat. Et les policiers vont également faire une enquête de voisinage assez approfondie pour voir s'ils peuvent recueillir un quelconque témoignage de quelqu'un qui aurait vu Laurent Baca. Rien de toutes ces démarches ne permet effectivement de retrouver la trace de Laurent Baca. Pour l'instant, la famille Baca espère toujours retrouver Laurent. Alors, ils vont remuer ciel et terre pour cela. Avec ma famille, nous avons pris la décision de faire nous aussi des recherches de notre côté. On l'a cherché. On a fait du porte-à-porte sur l'avenue où ils habitent. On a placardé des affichettes. Nous avons commencé à faire le tour des amis de Laurent, donc à appeler tout le monde. Elle m'appelle, elle me dit oui, il a disparu, tu l'as pas vu, tout ça. J'ai pas vu du tout. Nous avons lancé un avis de recherche sur Facebook. La famille va se démener dans tous les sens. Tout nous passe par la tête. Mais rien n'y fait. Cela fait maintenant 1 mois que Laurent Baca a disparu et l'homme n'a toujours pas donné signe de vie. Jennifer et Grégory en sont maintenant persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à leur frère. On s'était dit que il aurait jamais raté la rentrée de ses enfants. Et il y était pas. S'il loupe ça, c'est que ou il est plus de ce monde, ou alors il a peur de revenir parce que il sait qu'il nous a fait du mal. J'ai pris l'initiative d'aller voir une voyante avec ma compagne et on est arrivé avec une photo banale et cette voyante nous a annoncé qu'il était décédé. J'ai dit à ma mère, écoute, ton fils, on ne le reverra plus. On finit par se convaincre qu'on a peut-être affaire à une disparition macabre. Alors, si Laurent n'est pas parti volontairement, qui aurait pu vouloir le faire disparaître? Jennifer et Grégory pensent avoir un début de réponse. Commissariat de police du Mirail, le 7 octobre 2014. Jennifer et Grégory Baca demandent à parler aux enquêteurs, car ils ont des révélations à faire. Pour eux, Edith, la compagne de Laurent, ne serait pas étrangère à la disparition de leur frère. Je leur ai dit que j'avais des doutes et ils m'ont dit que je pouvais pas accuser à tort. Mais je disais, j'accuse pas à tort. Après tout, c'était la dernière personne à l'avoir vue. En effet, le frère et la sœur de Laurent racontent que depuis 2 mois, le comportement de leur belle-sœur les intrigue beaucoup. Elle passait moins, elle restait moins longtemps, mais elle amenait les enfants. Elle restait sur la réserve, en fait, sur la défensive. C'est vrai que moi, ayant que 3 frères et pas de sœurs, on faisait pas mal de choses ensemble. Et puis plus le temps est passé et moins elle appelait. Edith, depuis la disparition de Laurent Baca, a pris des distances. Elle ne rentre plus en contact avec eux, elle ne communique plus avec eux. Non seulement Edith a coupé les ponts avec le reste de la famille, mais en plus elle ne participe pas aux recherches pour retrouver le père de ses enfants. Les soupçons ont commencé à s'intensifier sur Edith parce que elle vivait comme si ça avait été toujours comme ça. Elle fait comme si de rien n'était. On a l'impression qu'elle ne s'intéresse pas à cette disparition, que c'est déjà pour elle du passé. Vous en avez une très bonne illustration. Lors d'un des appels à témoins qui passe dans le journal local toulousain, vous voyez la photo de la famille. Il manque Madame Scaravetti. Elle n'est pas présente sur la photo.
Ça n'a pas l'air de la traumatiser, ça n'a pas l'air de l'inquiéter, alors que nous, au quotidien, on est ravagés par cette recherche, on est ravagés par le risque, on est ravagés par ce qui a pu se passer. Elle, non. La famille Baca va alors raconter aux enquêteurs que depuis la disparition de Laurent, Edith leur a livré un peu trop d'explications sur son départ. Des scénarios tous aussi invraisemblables les uns que les autres. Dans un premier temps, lorsqu'ils s'inquiètent de savoir ce qu'est devenu Laurent, Edith va leur répondre qu'il est parti avec un copain et qu'il n'est pas rentré de la nuit. Et puis le lendemain, il est parti faire un go fast. Laurent, dans la nuit du 5 au 6, l'aurait réveillé à 3h du matin pour aller faire un go fast. Donc il est entre la France et l'Espagne en train de faire un passage de drogue. Elle va inventer une possibilité de trafic de drogue qui se serait mal passée. Pour nous, c'était un peu pas clair parce que pourquoi Laurent faire un go fast à 36 ans alors que il n'avait jamais fait de choses comme ceci avant. À cet instant, Edith commence à attirer l'attention des policiers. Tout ça commence à nourrir la suspicion, nourrir le soupçon. Ils se sont dit, là, il y a quelque chose de louche. Moi, je pense qu'Edith, elle est dans le coup, quoi. Peut-être que elle a fait quelque chose ou elle sait quelque chose. Elle sait quelque chose, elle sait où il est, mais elle veut pas le dire. L'enquête a commencé le jour où on a demandé à être entendu, justement. En leur disant que nous, la version qu'elle donnait, c'était du flan. Des scénarios qui ne tiennent pas debout, un comportement étrange. Pour les enquêteurs, il est temps d'aller voir Edith Scaravetti. Et ils ne vont pas tarder à comprendre que les soupçons de la famille Baca étaient fondés. 20 novembre 2014. Après 3 mois et demi d'enquête, la police toulousaine décide de perquisitionner le domicile d'Edith. Il déboule un beau matin, sans prévenir, pour faire une perquisition. Il tente effectivement un coup de bluff. La perquisition, elle n'a pas pour but de trouver le corps, elle a pour but de créer un choc psychologique. On se dit assez naturellement que c'est peut-être le dernier endroit où on va retrouver un corps, une maison habitée par une mère de famille et ses 3 enfants. Et pourtant, derrière ces murs, les policiers vont découvrir qu'Edith cache un secret inimaginable. Elle est surprise par cette descente de police chez elle. Edith Scaravetti va interrompre assez rapidement cette perquisition. Elle s'adresse à un des policiers présents, qui se trouve être une femme. Elle la prend à part, elle lui dit qu'elle veut lui parler. Et ce qu'Edith va avouer aux policiers dépasse l'entendement. Voici ce qu'elle déclare. Je suis un monstre. C'est moi qui l'ai tué. J'ai transporté le corps dans les combles de la maison. Et elle va dire tout de suite aux policiers, le corps est là, il est là-haut. Et la mère de famille de désigner une trappe fermée par un cadenas, juste au-dessus de la chambre de ses enfants. Les policiers vont casser le cadenas, ouvrir la trappe, déplier une sorte d'escalier télescopique. Des effluves se dégagent au niveau du grenier. Donc on va monter sur ce grenier. À partir de cet instant, les policiers savent qu'ils sont tout proches du but. Chose incroyable, Edith Scaravetti guide les enquêteurs jusqu'à une dalle de ciment coincée entre 2 poutres. Une sorte de sarcophage en ciment. Les policiers vont entreprendre de casser cette dalle de ciment. Ils vont mettre à jour la forme d'un corps humain. Les policiers viennent de découvrir le corps de l'homme qu'ils recherchent depuis 3 mois. Le corps du malheureux Laurent Baca, il est dans le grenier. Du béton par-dessus, au-dessus de la chambre à coucher. Et ça fait 3 mois qu'il est là. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Reste désormais pour les policiers la lourde tâche d'informer la famille de Laurent.
Son frère et sa sœur n'oublieront jamais ce que les enquêteurs vont leur révéler ce jour-là. À 16h30, mon téléphone a sonné sur mon lieu de travail. Les enquêteurs m'ont demandé, avec une voix très fébrile, de me rendre au commissariat ce jour de novembre. À la voix de l'enquêteur, j'ai compris. Et ma sœur m'a appelé en me disant il faut que tu passes parce que on a des infos. Voilà. Et ils nous ont annoncé le décès de Laurent. Et quand moi j'ai demandé où elle était, elle, Edith, parce que je comprenais pas pourquoi il m'a dit que c'était elle. Au moment de partir, un des enquêteurs nous a rattrapés parce que le lendemain ça allait passer dans la dépêche et que il avait juste oublié de nous dire que il avait été retrouvé emmuré. Pour la famille, le choc est immense. Après, ça n'est suivi un temps on est dans le flou. On se réveille le matin, on se demande si c'est la vérité ou pas. Si on dort 2-3 heures par nuit, c'est bien, c'est la fatigue qui nous emporte. Même s'ils avaient peu d'espoir de retrouver leur frère vivant, les proches tombent des nues. Comment imaginer qu'Edith, jusque-là appréciée de tous, ait pu réserver un sort aussi cruel à son compagnon? À première vue, ça a l'air d'être un couple qui fonctionne bien. Edith est bien sous tout rapport et on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Et moi, j'y croyais pas. Jusqu'à temps que j'ai vu le cercueil à Laurent, j'y croyais pas. Que c'était vrai, vraiment. Cette fille, comme je vous dis, vraiment, elle donnait le cœur sur la main et tout. Pas possible qu'elle ait fait ça. On avait des doutes sur elle, mais à ce point-là, non. Et puis, il y a une question que la famille du défunt se pose. Comment leur belle-sœur a-t-elle pu garder ce lourd secret pendant plus de 3 mois? Elle a pas craqué. Pendant 3 mois et demi, elle nous a pris dans les bras, elle nous a fait la bise, elle est venue manger avec nous, elle a préparé les fêtes de Noël avec nous. On a fait des achats de Noël ensemble. Elle a regardé les enfants de 3 dans les yeux en leur disant « Vous inquiétez pas, votre père n'a pas pu vous abandonner, il va vous revenir. » Pour 3 enfants qui cherchaient leur père. Jennifer y a dormi là, avec sa meilleure amie, sa confidente, Madame Scaravetti. Le corps de son frère était tout dessus. Là, il faut avoir du cran, là. Il a dit, je sais pas où il est là-bas, alors qu'elle savait. Comment, pourquoi? Pendant 3 mois, on a raconté des histoires à dormir debout, aux uns et aux autres. Comment on a pu rester dans cette maison sans jamais craquer? Comment c'est possible? Edith Scaravetti aurait donc trahi ses proches. Alors pourquoi la belle-sœur aurait-elle tué Laurent Baca avant de le couler dans le béton? La mère de famille de 27 ans est immédiatement placée en garde à vue. Et le récit qu'elle va faire aux policiers est tout simplement stupéfiant. Selon elle, Laurent Baca serait mort accidentellement. En effet, Edith raconte que cette nuit du 5 au 6 août 2014, il est environ 3 heures du matin lorsque son compagnon qui regardait la télévision au salon vient la réveiller brutalement. Ce soir-là, Laurent vient la disputer alors qu'elle dort tranquillement dans son lit. Laurent Baca l'a réveillée en plein milieu de la nuit, l'a jetée au sol, collée contre le mur, a commencé à lui asséner des gifles et une série de reproches, mauvaise mère, mauvaise fille. Enfin, c'était un flot d'injures permanent. Et à un moment donné, il va prendre le fusil qui est sur l'armoire de la chambre et il la menace avec ce fusil. Il la pousse, la bouscule. Face à cette situation, Edith raconte qu'elle aurait tenté de s'enfuir.
menacée par une arme, par son compagnon, extrêmement virulent, qui l'avilit d'insultes. Pour éviter que les enfants ne se réveillent dans les cris des disputes, elle va simplement se lever mécaniquement et descendre les escaliers. Lui met un coup de crosse sur la tête, elle chute dans l'escalier. Selon Edith Scaravetti, c'est au rez-de-chaussée de la maison que Laurent, hors de lui, serait devenu totalement incontrôlable. Voici ce qu'explique la mère de famille. Je me souviens avoir relevé la tête. Je l'ai vu en haut des marches. J'ai eu peur. Il m'a suivi dans le salon. Il avait la carabine dans les mains. Et j'ai senti le canon du fusil sur ma tempe. Il est installé dans le canapé et il va continuer à lui expliquer que décidément elle ne vaut rien, qu'elle n'est bonne à rien et elle est complètement vide de réaction. Ce qu'il lui reproche également. Tu vois, tu n'es même pas capable de te défendre et de défendre tes gosses. Et puis à un moment, curieusement, il retourne l'arme contre lui. C'est-à-dire qu'il met le canon du fusil sur sa tête. En disant, tu vois, t'es même pas capable de tirer. Elle décide d'empoigner l'arme pour effectivement la retirer des mains de Laurent Baca. Et là, un coup claque. Edith raconte qu'à cet instant, elle aurait réalisé que son compagnon Laurent Baca était mort d'une balle tirée en pleine tête. Et c'est là qu'elle aurait pris une décision qui va tout changer. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs, en perquisitionnant la maison, vont découvrir l'impensable. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca, vous allez découvrir comment les enquêteurs, en perquisitionnant la maison, vont découvrir l'impensable. Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer et Grégory Baca, le frère et la sœur de la victime, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Selon elle, prise de panique, au lieu d'appeler les secours, elle se serait plongée dans un sombre et macabre projet. Et c'est vrai que c'est l'instant charnière du crime. On a quelques secondes dans ces moments-là pour décider de son avenir. Elle va, de manière quasi inconsciente, décider de le dissimuler sans prévenir personne. La mère de famille confie alors aux enquêteurs qu'à ce moment-là, l'urgence est de s'occuper des enfants qui vont bientôt se réveiller. Elle cache le corps de Laurent Baca comme s'il était en train de dormir au niveau du salon. Puis, après avoir déposé les enfants au centre aéré, Edith aurait décidé de dissimuler le cadavre de Laurent. Elle décide de l'enterrer au fond du jardin. Elle va creuser une partie de la matinée, un trou d'environ 30 cm. Et ensuite, elle ira récupérer le corps pour le traîner jusqu'à cette sépulture. Le récit de la jeune femme ne s'arrête pas là. La suite de son histoire fait froid dans le dos. Ce fameux corps, on va devoir le gérer parce que il risque d'y avoir l'odeur ou les voisins risquent de voir que les enfants jouent dans le jardin. Il y a le père qui est là, pas loin, caché dans le jardin. Quelques jours plus tard, elle va prendre la décision de transférer le corps, cette fois-ci dans un recoin du grenier. Elle l'a placé entre les deux pilasses de la soupente, du toit.
la allonger de cette façon-là. Elle va le replier et le recouvrir de quelques centimètres d'un mélange disparate de ciment, de plâtre, d'enduit, enfin tout ce qu'elle trouve pour essayer de dissimuler le corps. Face aux enquêteurs abasourdis, Edith Scaravetti va alors tenter de justifier ce geste fou et abominable. Edith Scaravetti, première victime désignée dans ce dossier, a malencontreusement donné la mort à son bourreau. La mère de famille raconte aux enquêteurs que derrière les murs de leur pavillon rose, Laurent lui aurait fait vivre un enfer, et cela depuis bien des années. Je vivais un calvaire sous ses coups. Je me suis déjà retrouvée en boule par terre, rouée de coups de pied. Il me prenait par les cheveux et il me tirait au sol. Il a déjà pris sa ceinture et il me battait avec. Je crois que les premiers coups qu'elle reçoit, c'est que lorsqu'elle est enceinte. Et on sait qu'elle est enceinte au bout de 4 mois de leur relation. Donc, autant vous dire que ça a commencé très vite. Et qu'après, ça ne s'est plus jamais arrêté. La vraie victime, c'est elle. Voilà. Elle est victime du tyran domestique. Edith Scaravetti poursuit son récit. Quelques semaines seulement avant le drame, la tension au sein du couple aurait été à son comble. À tel point que son compagnon aurait même tenté de la tuer. Laurent Baca décide effectivement de monter vers 2 ou 3 heures du matin, réveiller sa compagne pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Il va utiliser pour la première fois une arme à feu, alors qu'elle était allongée dans son lit, recroquevillée en position fétale. Il lui aurait tiré dessus et la balle aurait atterri sur le matelas. Elle a été victime d'un tir de carabine à quelques centimètres de sa tête. Alors, Edith Scaravetti est-elle, comme elle le prétend, une femme poussée à bout, qui, sous l'emprise de son conjoint violent, aurait commis l'irréparable? Ou bien est-ce un mensonge, un scénario inventé de toutes pièces, pour tenter de se disculper? Une chose est sûre, le rapport de la balistique semble confirmer la thèse d'un scénario accidentel. Le rapport d'autopsie révèle qu'il est mort d'une balle dans la tête. C'est a priori un tir maladroit. Il n'y a pas de tir à l'épaulé, parce que les caractéristiques du tir, les éléments balistiques et les éléments médico-légaux corroborent effectivement la version d'Edith Scaravetti. Et puis, selon les analyses ADN, Laurent Baca aurait bien tenu à pleine main le canon du fusil qui l'a tué ce jour-là. Nous retrouvons l'ADN et l'ADN seul de Laurent Baca à l'extrémité du canon, alors qu'Edith Scaravetti a toujours soutenu que celui-ci l'avait empoigné pour la tenir à proximité de sa tête. Le récit d'Edith semble donc plausible. Et ce n'est pas la seule découverte des policiers. En effet, les enquêteurs vont recueillir un témoignage capital, celui de Véronique, une auxiliaire de vie et collègue d'Edith. Cette dernière confirme les violences à répétition qu'aurait subies la jeune femme. Et un jour, elle est venue au travail. J'avais vu qu'elle avait un hématome au niveau de l'œil. Et puis je lui dis qu'est-ce que tu t'es fait là? Elle m'a dit qu'elle était pas très heureuse chez elle, que son mari était très jaloux, que son mari buvait, et ce qui se passait un petit peu chez elle. Et Véronique de raconter avec force et détail l'incroyable calvaire qu'Edith aurait vécu au quotidien. Il l'attrapait par les cheveux, il donnait des coups de pied, il la mettait par terre. Une fois, elle me dit « Oh, qu'est-ce que j'ai mal au ventre, je dois avoir une gastro. » Je lui dis « Ah bon, t'as une gastro ?» Et puis, en fin de compte, c'était pas du tout ça. Il l'avait frappé dans le ventre et elle avait mal.
Il téléphonait souvent quand on était au travail. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? À quelle heure que tu rentres? Il a surveillé tout le temps. On aurait dit que c'était un peu sa chose, quoi. Qui se défoulait sur elle. Il a possédé, c'était sa chose, son meuble. Véronique indique aux policiers qu'elle était témoin au quotidien finalement du harcèlement que subissait Edith de la part de son compagnon. Mais elle indique même qu'un jour, il est venu la chercher sur son lieu de travail avec son fusil. Il disait toujours, je vais prendre une carabine, de toute façon, je vous tuerai. Je préfère vous tuer. Un rapport balistique qui semble confirmer la thèse de l'accident. Et des violences conjugales attestées par une collègue. Pour l'heure, rien ne vient contredire la version d'Edith Scaravetti. Bien au contraire. Mais rapidement, de nouveaux témoignages vont venir remettre en question son histoire. D'abord, les frères et sœurs de la victime ne croient pas un mot des violences qu'aurait infligées Laurent à sa compagne. Je l'ai jamais vu avec un bleu. Et on se changeait dans les cabines d'essayage, ensemble, on s'épilait, on se faisait des soins. Puis bon, en parler, elle aurait pu en parler, en disant rien, pas un mot. Que ça soit aux amis, à ma famille, à moi-même. On sait rien, donc automatiquement on peut pas soupçonner. C'est ce que je veux dire, moi j'ai jamais vu. Elle venait manger tous les dimanches midi, ou même des fois une semaine elle passait, jamais de bleu. Une femme battue, souvent vous la voyez, elle a des lunettes de soleil. Et là, jamais rien. En disant, je pense que quand même, on aurait eu quand même des soupçons. Et puis on aurait eu un minimum de soupçons, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et puis, il y a la réaction qu'aurait eue Edith après la mort accidentelle de Laurent. Pour les proches de la victime, elle n'est tout simplement pas crédible. J'arrive pas à concevoir que un coup de feu parte accidentellement qu'on n'appelle pas les secours. Qu'on laisse un homme qu'on aime ou qu'on a aimé sur le canapé avec ses enfants qui dorment au-dessus. Et que le matin, on amène ses enfants comme si rien n'était au centre aéré. Il aurait dû dire à la police de suite, appeler les secours. Vite, venez, au moins une dignité, quoi. Pas le laisser mort comme ça, comme rien, quoi. De plus, les enquêteurs ne vont retrouver aucune preuve des violences qu'aurait subies Edith. Les policiers ont vérifié, il n'y a pas de trace de plainte de la part d'Edith contre Laurent Bacca, il n'y a pas de main courante au commissariat. On parle d'ultraviolence. Comment on n'a pas des justificatifs de soins réguliers, voire répétés aux médecins, aux urgences? On nous aurait raconté l'accident de vélo, l'accident d'escalier, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on n'a pas ça? Quant à la balle que Laurent Bacca aurait tirée sur sa compagne quelques semaines avant le drame, elle va bien être retrouvée dans le matelas du couple. Seulement, impossible d'en tirer des conclusions. Il y a, bien sûr, oui, il y a une balle qui est partie dans le matelas. Est-ce qu'elle l'a tirée après les faits pour se ménager une preuve de cette ultra-violence que l'on veut mettre sur les épaules de Laurent Bacca ou pas? Ben voilà, on n'en sait rien. On a son scénario à elle et qu'à elle. Mais surtout, un coup de théâtre va apporter un tout nouvel éclairage sur ce huis clos dramatique. Un témoignage inattendu qui va venir mettre à mal la version de la jeune mère de famille. C'est celui d'un de ses propres enfants. Les enquêteurs interrogent la fille aînée d'Edith et Laurent, âgée de 9 ans. Et d'après la petite fille, le soir du crime, tout ne se serait pas passé comme sa maman le prétend. Souvenez-vous, Edith dit que le soir du drame, il y a eu une dispute très violente, suivie d'une bagarre, d'une chute dans l'escalier et d'un coup de fusil.
Or, la petite fille assure qu'elle n'a rien entendu de tel. Quand un policier lui demande si ses parents se sont disputés, l'enfant répond non et ajoute que s'ils s'étaient disputés, elle les aurait forcément entendus. Cette dispute d'une violence certaine, puisqu'elle a débouché sur un coup de feu, et la mort de cet homme se serait passée sans que les enfants n'aient entendu quoi que ce soit. Ni la dispute, ni les paroles fortes, ni la chute dans l'escalier, ni le coup de feu. Extraordinaire. Non seulement ses parents ne se seraient pas disputés cette nuit-là, mais la petite fille va aller plus loin. En effet, selon Edith Caravetti, à la suite du décès de son conjoint au petit matin, elle aurait emmené les enfants au centre aéré avant de revenir à la maison pour se débarrasser du cadavre de Laurent. Or, le témoignage de sa fille contredit la version d'Edith. Elle en est certaine, le lendemain matin, avant de partir au centre aéré, son papa était encore vivant. La grande nous a dit qu'elle avait fait un bisou à son père sur le canapé. Il dormait sur le canapé, il a fait un bisou. Donc déjà, ça coïnciderait pas avec sa version elle. Dans son procès verbal, l'enfant se souvient d'avoir embrassé son père sur la joue. Puis, elle confirme être partie au centre aéré. Enfin, le soir, elle dit que son père n'était plus là. Elle l'aurait embrassé alors qu'il était sous une couverture sur le canapé. Or, évidemment, si il a pris une balle dans la tête, elle ne peut pas avoir embrassé son père sans avoir remarqué qu'il y avait du sang sur le visage. Pour les policiers, se dessine un scénario encore plus glaçant. Le compagnon dort dans le canapé, les enfants se réveillent, prennent le petit déjeuner, papa est toujours vivant, on embrasse papa avant de partir au centre aéré, Edith revient, et là, dans son sommeil ou pas, j'en sais rien, elle tue Laurent Baca. Elle a profité pendant qu'il dormait pour faire ce qu'il va faire. Et comme ça, les petits étaient au centre aéré, et tout le monde était tranquille. Et là, on est évidemment dans une autre configuration criminelle. On est sur un assassinat. On a affaire à quoi? On a affaire à quelqu'un qui a calculé un scénario, qui l'a nourri au fil des mois, tout ça pour qu'on la voie comme une victime d'une violence conjugale au final. Edith aurait-elle menti sur les violences conjugales qui sont maintenant remises en cause? Sur la dispute qui semblerait ne pas avoir eu lieu? Et puis, sur Laurent Baca qui, le matin du drame, serait toujours vivant. Contrairement à ce qu'elle affirme depuis le départ, la jeune femme n'aurait-elle pas délibérément tué son compagnon? La suite de l'enquête va montrer qu'Edith aurait peut-être eu une bonne raison de vouloir l'éliminer. Car quelques semaines avant sa disparition, Laurent s'était confié à sa famille. Entre Edith et lui, rien n'allait plus. Il avait même découvert que sa compagne le trompait. Laurent avait surpris un SMS sur le portable de Edith d'un monsieur, d'un homme. Donc, on pense qu'elle avait une relation extra-conjugale. Elle s'était confiée à cet homme. Donc il y a une espèce de relation, une intimité qui va se créer entre ces deux-là. Ils se sont envoyés de nombreux messages, ils se sont vus souvent. Quand vous échangez un texto, je crois, c'est pas une simple amie. Les proches de Laurent n'étaient d'ailleurs pas les seuls au courant. Edith avait même raconté à Véronique, sa collègue de travail et amie, qu'un homme lui avait fait des avances. C'est vrai qu'il a trouvé, il dit « Oh, t'es jolie, c'est vrai que c'est une belle femme, hein. Oh, t'es jolie, nanana, si tu veux, on peut aller boire un verre. » Edith aurait-elle voulu se débarrasser de son compagnon pour vivre une nouvelle vie avec cet homme dont tout le monde parle?
L'hypothèse est séduisante. La découverte d'un amant dans ce dossier donne un nouvel éclairage. Et donc, évidemment, les policiers vont s'intéresser à l'amant. Interrogé par les enquêteurs, l'amant d'Edith Scaravetti avoue. Il a bien entretenu une relation sentimentale avec la jeune mère de famille. Et voici ce que cet homme déclare. Elle était seule avec ses enfants. Nous nous sommes bien entendus. Elle m'a dit qu'elle voulait se séparer de son compagnon. Nous nous sommes revus, et sur le parking de l'école, nous nous sommes embrassés. Mais selon l'amant, la liaison aurait tourné court. Devant les enquêteurs, l'homme raconte que mi-juillet, 3 semaines avant la disparition de Laurent Baca, il aurait reçu un appel de ce dernier, fou de rage. Et voici la teneur de la conversation. Il avait une voix un peu énervée. Il m'a dit que je voulais casser son couple. Il m'a menacé et j'ai eu peur, car j'avais envoyé mon adresse sur le portable d'Edith. Les deux hommes se sont parlé. Et à cette occasion, Laurent Baca était très virulent, très menaçant. Je vais ruiner ta carrière, je vais foutre ta vie en l'air. Après cet appel, craignant que Laurent Baca ne mette ses menaces à exécution, les deux amants auraient décidé de mettre un terme à leur histoire. Au final, l'enquête a montré que ce n'est pas pour vivre avec son amant qu'Edith Scaravetti aurait tué son compagnon. L'histoire de l'amant est sans doute laissée de côté. Au final, ça ne va pas être creusé de façon particulière. Donc ça va rester très à l'écart. Cette piste s'effondre très vite, mais elle va permettre aux policiers de réaliser, de constater qu'Edith n'est pas claire dans ses explications. Mais alors, Edith Scaravetti aurait-elle prémédité son geste? Et si oui, pourquoi? En fait, depuis que Laurent avait découvert le comportement volage d'Edith, le couple se déchirait. Quelques jours avant le drame, elle avait d'ailleurs décidé de se séparer de lui. La conséquence à cette infortune, c'est qu'Edith part quelques jours chez son père avec ses enfants pour faire le point, et Laurent avait très mal vécu ce départ. Ça allait pas du tout. Apparemment, ils voulaient se séparer. C'est discuter aussi, le pour, le contre. On essaye aussi des fois de mettre de l'eau dans ton vin, elle va en mettre. Voilà, on essaye de discuter à ces moments-là quand on voit qu'ils sont malheureux. Ils faisaient des efforts, mais bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné, comme on va dire. Or, au cœur des disputes du couple Baca, il y avait une source d'affrontement permanente qui pourrait être le mobile du crime. La maison que Laurent avait entièrement restaurée. La maison appartient à sa mère, à Edith. Elle voulait partir sans partir, c'était sa maison. Il lui avait dit, ok, si tu veux réellement qu'on se sépare, ça se sépare. Par contre, je vais récupérer l'argent que j'ai mis dans la maison. Il avait investi du temps et de l'argent dans les travaux et il voulait en fait la racheter. Et elle voulait pas la vendre. La mort de Laurent Baca arrange bien Edith. Du coup, elle n'a pas à lui payer ses parts, et puis elle reste dans la maison et on n'en parlait plus. Après 2 ans d'enquête, sans preuve irréfutable, la préméditation n'a pas été retenue. Edith Scaravetti est mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. Edith est poursuivie pour homicide volontaire, en l'état. Le juge d'instruction n'a pas retenu l'assassinat. Techniquement, on n'a pas grand-chose pour l'attraper, pour l'accrocher. Un peu l'impression que c'est un poisson qui fuit, qui glisse entre les mains. Dans le courant de l'année 2017, la mère de famille sera jugée par la cour d'assises de Toulouse. Une chose est sûre, il sera bien difficile pour la justice de faire émerger la vérité au sein de ce huis clos familial.
Au jour d'aujourd'hui, on est sur deux extrêmes qui correspondent aux deux thèses. Le jury populaire va trancher. Soit il va valider la femme battue qui se défend dans des circonstances dramatiques et peut-être quasi accidentelles. Soit au contraire, ils vont écarquiller leurs yeux quand ils vont voir toute la liste des choses extraordinaires qu'il faudrait digérer. Les jurés peuvent très bien mal interpréter son comportement. Et c'est vrai que ça peut paraître épouvantable qu'elle a tué son compagnon, le père de ses 3 enfants, et que non seulement elle l'a tué, mais elle l'a emmuré au grenier pendant 3 mois. Pour les proches de la victime, il est impensable que celle qui aurait tué Laurent Baca et qui les a tous manipulés puisse s'en sortir. Qui méritait pas ça, malheureusement. Et j'espère qu'elle se le dit. Il faut la punir. Ça, c'est clair et net. Et moi, je lui dirai au tribunal si elle m'écoute. Moi, je t'aimais beaucoup, je t'estimais, mais il faut que tu sois puni. Je vois pas pourquoi elle continuerait à vivre d'or avec ce qu'elle a fait, quand même. Je veux juste la vérité, mais on la saura peut-être jamais. Après, être apaisée, oui et non, parce qu'on pourra jamais l'être. Elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Ça n'expliquera jamais le geste qu'elle a fait. Elle s'est octroyé le droit d'enlever la vie à mon frère. On vit toujours avec. Tous les matins, on se lève avec ce poids. Mais cette histoire, elle a détruit une vie de sûr, celle de mon frère. Par contre, elle a détruit, je pense, la vie de ses enfants. Elle a condamné tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde est malheureux. Dans l'attente de son procès, Edith Scaravetti est aujourd'hui toujours incarcérée à la maison d'arrêt de Cesse. Pour les faits qui lui sont reprochés, elle risque une peine de 30 années de prison. Quant à ses 3 enfants, ils ont été confiés à la famille de leur mère. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca. Condamnée à une peine de 3 ans de prison en première instance, Edith Scaravetti, en 2019, écope de 10 ans pour meurtre devant la cour d'appel du Tarn-et-Garonne. En 2021, bénéficiant de remise de peine, la mère de famille est finalement libérée. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt.